Quand les Beatles font éruption sur la scène mondiale en 1963, ils transforment la musique populaire du jour au lendemain. Avec leur succès commercial sans précédent, ils ouvrent une nouvelle voie à tous les artistes qui suivront. Ils vendaient d'énormes quantités de disques, 250 000 par semaine. Personne n'en avait jamais fait autant, pas même Elvis ni Lonnie Donegan. Chaque semaine, 250 000. Ça a été une révolution sur le plan des ventes, certes, mais bien plus que ça. Sans eux, on n'aurait pas eu les Rolling Stones, on n'aurait pas eu les Byrds. Dylan ne serait pas passé aux instruments électriques. Les Doors et tous ces autres groupes qu'on associe aux années 60. Il y a très peu de chances qu'ils auraient existé sans les Beatles. L'influence des Beatles se fait toutefois sentir bien au-delà du monde musical. Ce sont les figures de proue d'une florissante culture de la jeunesse qui s'imposent désormais. C'étaient des agents de changement et ils entraînaient tout le monde avec eux. Tout semblait moderne, nouveau, frais, partout où on posait le regard. Le monde a commencé à changer. Les couleurs sont apparues, les premières pousses vertes d'une nouvelle culture. Dès leur apparition, les Beatles ont complètement chambardé l'ordre culturel. D'un coup, les jeunes hommes se laissaient pousser les cheveux, les femmes portaient la mini-jupe. C'était les jeunes qui décidaient de tout soudainement. Et c'est avec les Beatles que ça a commencé. Les membres du groupe se transforment peu à peu en meneurs de la contre-culture. Ils se font les porte-étendards de nouvelles idées sociales, sexuelles et artistiques auprès du grand public. Avec leur révolution pacifique, ils deviennent les porte-paroles incontestés d'une génération. Les Beatles étaient le groupe le plus commercial de la planète, mais aussi le plus expérimental. C'était leur rôle. Ils ouvraient l'esprit des gens avec leur musique. Ils ont réussi à convaincre bien des gens qui n'auraient pas autrement approuvé les changements de 66, 67 et 68. En ce sens, ils ont été une source d'inspiration et d'influence. Mais en s'impliquant dans la contre-culture pour en devenir peu à peu des représentants, ils se sont transformés en une menace politique. Les grands reportages retracent ce soir le parcours des Beatles au cours de la décennie la plus hallucinante du XXe siècle. Ils révèlent l'influence durable de ces 4 musiciens prolétaires de Liverpool qui deviendront les chantres de la révolution culturelle et composeront la trame sonore de toute une époque. Ils ont servi de catalyseur sur bien des plans. Ils ont presque tout changé. Grande-Bretagne 1962. Ce petit royaume, autrefois dominant, se relève lentement de longues années d'austérité qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale. C'est une nation d'ordre et de discipline, de villes industrielles et de villages tranquilles, en apparence coincés dans son passé. Sous la surface, par contre, une nouvelle culture commence à émerger, prête à tout transformer. À la fin de l'année, la Grande-Bretagne subit une période de froid parmi les plus intenses de son histoire. La vie quotidienne s'interrompt complètement sous une épaisse couverture de neige. Une chanson lancée le 11 janvier 1963 vient toutefois alléger pour plusieurs les rigueurs de cet hiver glacial, laissant entrevoir les premiers rayons de soleil de ce nouveau monde. Please Please Me, le deuxième 45 tours d'un jeune quatuor de Liverpool, les Beatles, gravit rapidement le palmarès britannique jusqu'à la 2e position. Son vaste succès populaire annonce l'arrivée d'une force musicale et culturelle révolutionnaire. Please Please Me a été une sorte d'éruption. Ils ont combiné la force brute du rock'n'roll, qu'on peut uniquement décrire comme un instrument contondant, musicalement et socialement, et les harmonies vocales au ton plaintif des groupes de filles du début des années 60. Personne n'avait jamais entendu rien de tel. 2 des meilleurs chanteurs de l'époque se trouvaient au sein du même groupe.
ce qui ne s'était jamais produit auparavant non plus, à ce que je sache. Le son de la voix de Paul McCartney et de John Lennon en harmonie est un des plus beaux sons de la musique du XXe siècle. Ils ont secoué le système. Le premier 45 tours, Love Me Do, est en quelque sorte un faux départ. Please Please Me présente le groupe chantant à l'unisson. Quand on entend Come On, Come On, ça crée l'anticipation, c'est excitant. Tout cela semble très traditionnel maintenant, mais à l'époque, leur look et leur son étaient vraiment originaux. C'était positif, entraînant et moderne. Les Beatles, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr donnent un nouvel élan à la scène musicale populaire en Grande-Bretagne. Après une brève période de succès électrisant au milieu des années 50, les grandes vedettes du rock'n'roll américain sont peu à peu rentrées dans les rangs, produisant de la musique toujours plus accessible ou cédant leur place à des musiciens encore plus inoffensifs et aseptisés. Les artistes britanniques ont suivi leur exemple. Le paysage musical du Royaume-Uni est maintenant dominé par des imitateurs de talent et par les jeunes chanteurs de l'impresario Larry Parnes. Avec le soutien de leur gérant Brian Epstein et de leur réalisateur artistique George Martin, les Beatles offrent quelque chose de différent. Grâce au partenariat incomparable de John Lennon et Paul McCartney, le groupe est un des seuls à écrire ses propres chansons. Le show business britannique conventionnel n'était en grande partie qu'un pâle reflet de ce qui se faisait aux États-Unis. Ça n'avait pas toujours été le cas, mais ça l'était assurément depuis la guerre. Il y avait des chanteurs comme Matt Monro qui faisaient une imitation presque parfaite de Frank Sinatra. Dans la même veine, on retrouvait les vedettes pop à la musique vide et simpliste, dont Cliff Richards était de loin le plus connu et le plus populaire. Les Beatles, eux, jouaient vraiment de leur instrument. Ils chantaient merveilleusement bien et ils composaient leurs propres chansons. C'était extrêmement rare à l'époque. Dès le départ, les Beatles tenaient à composer leurs propres chansons. Ils écrivaient en s'adressant à leur auditoire. Ils savaient bien que leur public était formé à 80% de jeunes filles et ils écrivaient des chansons qui susciteraient chez elles la réaction parfaite. Après eux, ça a été le déluge. Ça a signalé aux autres musiciens qu'ils pouvaient eux aussi composer leurs chansons et obtenir une plus grande part des redevances. Après un an ou deux, tous les groupes s'étaient mis à l'écriture. Il n'y a pas que le son exceptionnel des Beatles ou le talent unique de Lennon et de McCartney qui révolutionnent la musique populaire. Leurs nombreux succès et leur prépondérance dans les palmarès tout au long de 1963 restaurent à eux seuls la santé financière de l'industrie du disque britannique. La popularité et les ventes de disques sans cesse croissantes des Beatles ont causé une révolution dans l'industrie du disque du pays qui n'avait jamais rien connu de semblable. C'était complètement inouï, autant pour le nombre de disques vendus que pour le temps que les Beatles restaient au palmarès. Des mois et des mois. D'autre part, il y avait l'impact de cette série de succès sans aucune perte de qualité. On pourrait même affirmer que cette qualité a augmenté entre Please Please Me From Me to You, qui était un peu moins enjouée mais tout aussi ingénieuse, et She Loves You, cette bombe qui retentit encore aujourd'hui quand elle sort de la radio. Certains artistes, comme Elvis et Billy Fury, vendaient objectivement beaucoup de disques. Mais dès le début de 1963, From Me to You et l'album Please Please Me ont commencé à se vendre en quantité phénoménale. On n'avait jamais vu ça dans le milieu de la pop. C'était devenu une industrie dynamique à laquelle non seulement les jeunes, mais les banquiers aussi portaient attention. Les dépisteurs de talent ont passé le pays au peigne fin. Birmingham, où ils ont découvert les Moody Blues, Manchester, où ils ont trouvé les Hollies, et Liverpool. Tous les dépisteurs y ont cherché les prochains Beatles. Tout le monde voulait sa part du gâteau.
Les Beatles avaient révolutionné l'industrie musicale en quelques mois. Le retentissement de cet effet Beatles dépasse toutefois les limites du monde musical. Le groupe incarne aussi le bouleversement qui est en train de se produire au cœur même de la société britannique. Comment ces 4 jeunes de classe ouvrière parviennent-ils à devenir le fer de lance d'un tel changement? La réponse se trouve dans leur passé et dans celui de la nation. Au cours des 2 siècles précédant la Deuxième Guerre mondiale, la Grande-Bretagne a mené la révolution industrielle et dirigé le plus grand empire de tous les temps. L'un des fondements de son pouvoir est le système de classe qui divise et ordonne sa population. L'élite de ce système, qu'on appelle l'establishment, comprend la famille royale, l'aristocratie et les dirigeants de toutes les grandes institutions qui gouvernent la société. Après la victoire de 1945, cette classe cherche immédiatement à raffermir son autorité, ce qui aura une grande influence sur la société britannique pendant les années d'après-guerre. La division des classes était un principe encore profondément ancré dans la société britannique. C'était une nation de sujets, pas de citoyens. Et quand il y a une famille royale, des lords et des ladies au sommet d'une hiérarchie de privilèges, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un en bas. Après la guerre, l'establishment a tenté de se réaffirmer. On observait les vieilles valeurs chrétiennes, par exemple. Il ne se passait rien le dimanche. Même les balançoires d'enfants dans les parcs étaient entourés de chaînes le dimanche. C'est dans les années 60 que les gens ont enfin donné un coup de pied dans tout ça et remis en question ces attitudes traditionnelles. Le même groupe de classe moyenne qui croyait avoir le droit de dire aux autres comment vivre leur vie avait toujours été au pouvoir jusque-là. La Grande-Bretagne n'est cependant plus la puissance qu'elle était, et son empire s'écroule peu à peu. Au bord de la faillite à cause de la guerre, le pays traverse des années de misère. Le nord de l'Angleterre n'arrive pas à se remettre sur pied. Liverpool, ce port de mer autrefois si important, a été la cible de nombreuses attaques aériennes allemandes. La ville est couverte de décombres et la grande industrie disparaît. Au XIXe siècle, le nord de l'Angleterre a développé une grande fierté régionale. Le port de Liverpool était le plus important au monde, puisque la Grande-Bretagne était la plus grande nation marchande, et presque toutes ces marchandises transitaient par Liverpool. Malheureusement, au XXe siècle, l'Angleterre a subi un phénomène que les Américains ont découvert à leur tour ces 50 dernières années: la désindustrialisation et l'affaissement de l'industrie manufacturière. Dès les années 40, le déclin de Liverpool était évident. La génération des Beatles a donc grandi dans une ville emblématique de la puissance impériale, mais où la vie était devenue très difficile sur bien des plans. Il y avait des décombres partout, des bâtiments bombardés dans toutes les rues. Les enfants jouaient dans les ruines et les endroits abandonnés. Il a fallu 20 ou 30 ans pour enlever tous ces décombres. Personne n'avait d'argent et la vie était très difficile. Qu'est-ce que les jeunes pouvaient espérer de l'avenir à Liverpool? Tout était à l'arrêt, les usines fermaient les unes après les autres. On a vécu des moments assez difficiles à Liverpool à cette époque-là. C'est dans ce paysage dévasté que grandissent les Beatles. L'aîné et le fondateur du groupe, John Lennon, issu d'un foyer brisé, est élevé par son oncle et sa tante dans un quartier de classe moyenne. Ses futurs partenaires musicaux, Paul McCartney et George Harrison, viennent tous deux par contre de quartiers ouvriers. Malgré les circonstances peu favorables et les difficultés qu'ils connaissent dans l'enfance, les 3 garçons reçoivent bientôt un coup de pouce. Ils sont choisis pour participer à un programme qui vise l'enrôlement au collège des élèves méritoires de toutes les classes sociales. John Lennon, Paul McCartney et George Harrison ont tous 3 passé un examen à l'âge de 11 ans, certifiant essentiellement qu'ils étaient intelligents. En réussissant l'examen 11+, comme on l'appelait, ils devenaient admissibles au collège. La mission des collèges était de préparer les élèves aux études supérieures. Ça signifie qu'à l'âge relativement jeune de 11 ans, Paul McCartney et George Harrison, qui étaient vraiment de classe ouvrière, le cas de Lennon est plus complexe, il était un peu des deux mondes. McCartney et Harrison, donc, se sont retrouvés à l'âge de 11 ans, isolés en partie du monde où ils avaient grandi, celui des zones d'habitation populaires.
Chaque jour, ils devaient prendre l'autobus pour se rendre au Liverpool Institute, dans le centre de la ville. Et à partir de ce moment-là, ils ont été instruits et évalués de façon à ce qu'ils transcendent leurs origines modestes. Considérablement plus instruits que leurs parents, les futurs Beatles font partie d'une nouvelle race, fiers de leurs racines ouvrières de Liverpool, mais capables de répondre aux élites éduquées qui se croient leurs supérieurs. En 1956, avec l'arrivée du rock'n'roll, ces jeunes différents des autres découvrent une forme musicale qui s'adresse directement à eux. L'année suivante, John Lennon rencontre Paul McCartney et l'invite à joindre son nouveau groupe, les Quarrymen. George Harrison y entre peu après. Un nouveau phénomène secoue la nation encore affligée. La jeunesse en effervescence commence à faire entendre sa voix rebelle. C'est dans les années 50 que l'identité adolescente a réellement émergé. C'est notre amour de la musique qui nous unissait. Jusque-là, quand un jeune atteignait l'âge adulte, son père l'emmenait au pub, boire sa première pinte de bière. Après, il se mettait à s'habiller comme son père, devenait membre du même syndicat que lui et prenait le même métier. Les filles restaient dans la cuisine à préparer le petit déjeuner, à faire le ménage et tout le reste. D'un coup, les jeunes commencent à gagner de l'argent et ils veulent le dépenser comme ça leur plaît, faire leurs propres activités et qu'on cesse de leur dire quoi faire. L'écart des générations s'élargit rapidement et la vie culturelle en Grande-Bretagne en sera transformée. Le rock'n'roll enflamme les jeunes des classes populaires. Les adolescents de classe moyenne, eux, se tournent vers d'autres influences américaines comme le jazz, le blues et les poètes de la Beat Generation. Bien que les futurs Beatles soient tous des fans du rock'n'roll, c'est John Lennon qui en incarne le plus l'attitude rebelle. Ayant échoué à ses examens en 1957, il finit par s'inscrire au Liverpool College of Art, où il est plongé dans un monde d'étudiants bohémiens qui lui est inconnu. Si cet endroit lui permet de développer ses talents, il s'y sent encore en marge. J'ai connu John Lennon au Collège des Arts. J'étais assis à la cantine quand j'ai remarqué quelqu'un qui passait. Je me suis demandé, il est habillé en quoi exactement? On aurait presque dit un teddy boy. C'était un style vestimentaire tout à fait inhabituel dans ce milieu d'étudiants en art. Autour de moi, tout le monde portait un duffel coat et un pull à col roulé. Je me suis dit, ils sont tous vêtus pareil. Lui, il est différent. C'est lui le rebelle, c'est lui que je veux connaître. Dans les années 50, les étudiants des écoles d'art étaient exposés à la rébellion et au radicalisme intellectuel de gens comme Jack Kerouac et les autres de la Beat Generation. La libre expression et l'opposition aux religions établies et à toute forme de répression de la part de l'establishment étaient de mise. Ceux qu'on a appelés les jeunes hommes en colère du théâtre britannique, John Osborne, Arnold Wesker, étaient certes en colère, mais ils étaient intelligents. Leur colère découlait peut-être de leur frustration personnelle, mais en la tournant vers le monde extérieur, ils ont trouvé une façon de la canaliser pour qu'elle exprime avec éloquence les angoisses de leur génération. 954. 950 bloody 5. I could get through in half the time if I went like a bull, but they'd only slash me wages so they can get stuffed. Don't let the bastards grind you down, that's one thing I've learned. Les influences de ce genre auraient eu beaucoup d'attrait pour quelqu'un comme John Lennon, qui était lui aussi un jeune homme en colère pour toutes sortes de raisons personnelles. Un jeune homme en colère mais réfléchi, c'est très séduisant. À l'été 1960, leurs études terminées, John Lennon, Paul McCartney et George Harrison s'apprêtent à se lancer dans une toute autre sorte d'apprentissage. Le groupe s'appelle maintenant les Beatles et il se rend au mois d'août dans la ville allemande très animée de Hambourg pour 6 mois de représentation. C'est là qu'il gagnera ses galons en tant que groupe de rock'n'roll. À leur retour à Liverpool en 1961, les Beatles deviennent vite les vedettes de la scène musicale locale. Isolés dans leur ville du Nord, ils n'arrivent cependant pas à attirer l'attention ailleurs.
J'ai commencé à écrire aux journaux comme le Daily Mail pour leur faire comprendre que Liverpool était semblable à la Nouvelle-Orléans du début du siècle, mais avec le rock and roll au lieu du jazz. Ça n'a évidemment intéressé personne. J'ai donc décidé de m'en charger et j'ai fondé le Mersey Beat. Bien entendu, mes amis, John Lennon et le groupe qu'il avait formé, les Beatles, étaient ceux auxquels le journal accordait le plus d'attention. Le public adolescent étant avide d'informations sur les artistes du rock and roll, le journal Mersey Beat de Bill Harry obtient un franc succès dans tout le nord de l'Angleterre. La publication fait régulièrement l'éloge des Beatles, ce qui attire l'attention d'un de ses commanditaires, l'homme d'affaires local Brian Epstein. Gérant d'un disquaire, il demande à Bill Harry de l'emmener voir les Beatles jouer au légendaire Cavern Club. Le groupe l'impressionne tellement qu'il lui offre tout de suite de gérer sa carrière. En janvier 1962, le contrat est signé. Peu adepte de l'approche autoritaire d'impresarios comme Larry Parnes, Epstein reste tout de même conscient des règles tacites de l'industrie britannique du divertissement. Si les Beatles veulent changer le monde, ils vont d'abord devoir changer de look. Je crois que Brian Epstein avait une sorte d'instinct. Il comprenait bien comment fonctionnent les choses en général dans ce pays. Eux, c'étaient les jeunes Beatles, farouches, vêtus en cuir noir, qui jouaient du rock'n'roll devant un public de prostituées et de gangsters à Hambourg, qui prenaient de la drogue. C'étaient de jeunes rebelles. Sans la présence d'Epstein, les médias établis ne les auraient jamais acceptés. La percée fulgurante des Beatles au début de 1963 confirme ce que pensait Epstein. Il a réussi à faire entrer subrepticement un groupe de rebelles dans le marché musical grand public. Contrairement aux impresarios dominateurs qui pullulent en Grande-Bretagne, il choisit plutôt de laisser champ libre à ses poulains. Du moment où ils atteignent le sommet des palmarès britanniques, ce sont toujours les Beatles qui répondent aux questions de la presse, de la radio et de la télévision. Sur deux, modernes et à la réplique facile, les 4 musiciens se prêtent volontiers au jeu, mais imposent leurs propres règles. Au début, le comportement des Beatles envers la presse était ce qu'ils avaient de plus révolutionnaire. Personne de leur tranche d'âge, ou dans une certaine mesure de leur milieu, n'avait jamais agi comme ça avec les journalistes. Les Beatles étaient audacieux. En entrevue, c'est comme s'ils inversaient les rôles avec les journalistes. Quand on voyait Adam Faith ou les autres du genre en entrevue, on aurait dit des serviteurs devant leur maître. Cliff, what sort of tour did you have? Oh, well, I can honestly say it's been probably the most pleasurable one we've had for some time, mainly because not just the audiences, but because we've had a few hours off and we've been swimming and sunbathing and things. Les Beatles bouleversaient tout ça. Ils ridiculisaient presque la situation. Ils en faisaient une scène digne des frères Marx. Et c'était génial. I hear anyway that the 4 of you are going to be millionaires by the end of the year. Oh, that's nice. Have you got time? Have you got time to actually spend this money? What money? He said. Doesn't he give any to you? No. Can you see that car of his? C'était très près de la façon dont les jeunes adolescents de sexe masculin se comportent naturellement ensemble. Ce que font les garçons de cet âge. Ils jouent à qui est le plus futé, ils se rabaissent entre eux, et tout ce genre de choses. Les Beatles ont simplement eu le toupet de continuer à se comporter ainsi devant les micros et les caméras. John, there's a rumor in the news of the Beatles paper that you might be leaving the group. Rubbish. I'm contracted. Been trying to get out for years. You've been writing some poetry. What paper? A paper called The News of the Beatles. Never heard of it. Do you want to see it? No. Leur succès est dû en partie au fait qu'ils n'étaient pas plastiques. Ils étaient authentiques. Ils avaient grandi dans une ville assez dure. Ils ne faisaient qu'être eux-mêmes et ça surprenait tout le monde. C'était tout nouveau. Être soi-même, c'était nouveau. L'authenticité des Beatles met en évidence la façade guindée et affectée de la société britannique à une époque où elle commence déjà à montrer des signes de faiblesse. Depuis des siècles, la bonne société affiche une attitude prude et vieux jeu face à toutes sortes de sujets, dont le sexe. Mais les choses commencent à changer au début des années 60. La publication de l'amant de Lady Chatterley marque un tournant.
Ce roman érotique, censuré depuis 1929, raconte une histoire d'amour qui fait fi des classes sociales. Le succès ne se fait pas attendre et on vend 3 millions d'exemplaires en peu de temps. Au même moment, un scandale éclate au cœur même de l'establishment britannique quand on découvre la liaison qu'entretient le ministre John Profumo avec une mannequin de 19 ans. Alors même que les chastes mœurs sexuelles britanniques sont remises en question, la Beatlemania se déclenche. À l'été 1963, l'effet irrésistible du groupe sur les adolescentes s'est déjà répandu dans tout le pays comme une épidémie. Certains accusent les Beatles d'avoir provoqué une vague de frénésie sexuelle chez leur auditoire féminin. La nouvelle liberté que le groupe offre à ces jeunes filles est toutefois plus complexe qu'elle n'en a d'abord l'air. Ce que tout le monde voulait croire, sans toutefois vraiment vouloir le croire, c'est que ça avait à voir avec l'érotisme, avec le sexe. Apparemment, toutes ces jeunes femmes vivaient ce qui ressemblait à un simulacre d'expérience sexuelle provoquée par la vue et l'écoute des Beatles. On décrivait donc toujours ça dans la perspective freudienne, comme de l'hystérie, un mot assez chargé en soi sur le plan sexuel. Le comportement de ces jeunes filles était-il orgasmique? Non, ce n'est vraiment pas ce qui se produisait. L'arrivée du rock and roll dans les années 50 a servi de catalyseur. Ça a donné à de nombreux jeunes hommes une raison de devenir autre chose qu'une nouvelle version de leur père, une fois rendus à l'adolescence. S'habiller en teddy boy et faire un peu de grabuge dans les rues n'était peut-être pas la façon la plus éloquente pour eux d'exprimer leur identité, mais c'est un moyen de la trouver. Pour les jeunes femmes, les choses n'étaient pas aussi simples. C'est très tentant d'interpréter la Beatlemania avec ses cris et ses évanouissements, comme un hurlement de frustration de la part des filles qui cherchent leur propre identité. D'ailleurs, en cela, elles s'exprimaient de façon aussi boiteuse que les Teddy Boys qui saccageaient des salles de cinéma. Do you deliberately try and create these sort of screaming reactions? No, we just, arrive at the theatre and they're always there waiting. And whenever we're doing a show, the police always come and say, "Don't look out the window, because you excite them." Ces filles contrôlaient l'espace public et il n'y avait rien à faire pour les en empêcher. C'est un exemple parfait de mauvais comportement. Crier, hurler, pleurer en public, ce n'est pas acceptable pour une jeune fille. Et pourtant, ces comportements étaient sanctionnés, pas par les autorités, mais bien par les Beatles. Le phénomène Beatles semble désormais imparable. À la fin août, She Loves You devient le 45 tours qui se vend le plus rapidement de l'histoire du Royaume-Uni. En moins d'1 an, le succès du groupe dépasse celui de tout autre artiste avant lui. L'étape finale de cette conquête de la Grande-Bretagne a lieu le 4 novembre 1963, quand les Beatles sont invités à jouer devant la strate la plus élevée de l'establishment, la famille royale elle-même. La situation titille le rebelle que John Lennon porte en lui, qui y voit une trop belle occasion pour ne pas la saisir. Réaction ambivalente devant le fait que l'establishment artistique cherchait à s'associer aux Beatles. D'un côté, le professionnel en lui était enchanté du succès fantastique du groupe, mais de l'autre, le rebelle qu'il était aussi avait de la difficulté à l'accepter. À l'occasion du concert pour la royauté, il a taquiné Brian Epstein en lui laissant entendre qu'il dirait des gros mots sur scène devant la reine. Au bout du compte, c'est son professionnalisme qui l'a emporté. Il a réussi à créer un petit peu de subversion, mais tout était bien réfléchi. For our last number, I'd like to ask your help. Would the people in the cheaper seats clap your hands? And the rest of you, if you just rattle your jewelry. C'était un bref moment d'insurrection. Mais en fait, ce n'était peut-être pas aussi radical qu'on pouvait le croire. Il suffit de voir le visage de Lennon dès qu'il termine. Il ressemble à un petit garçon qui vient d'admettre à sa mère qu'il a fait pipi dans son pantalon. Son humilité est évidente, il a l'air tout penaud. Mais personne d'autre que John Lennon n'aurait été assez effronté pour dire ça. Le fait de lancer « Faites cliqueter vos bijoux » dans une situation qui symbolise autant la hiérarchie sociale, ça aurait pu être interprété comme un geste d'insurrection révolutionnaire.
Mais c'était compensé par l'impression généralisée que les Beatles étaient de gentils garçons. Ils pouvaient se permettre n'importe quoi. Avec la jeunesse britannique sous leur emprise, les Beatles explorent de nouveaux territoires, se rendant d'abord en Scandinavie, puis en France à la fin de l'année. La scène musicale pop qu'ils laissent derrière eux a été transformée par leur succès. Que ce soit Jerry and the Pacemakers à Liverpool ou les Rolling Stones à Londres, de nouveaux groupes apparaissent pratiquement chaque semaine pour se tailler une place à leur tour dans les salles de spectacle et au palmarès. Les Beatles, eux, devancent tout le monde. Leur gérant, Brian Epstein, vise déjà le plus grand territoire d'entre tous, les États-Unis. Looking forward to this American trip. Have you had any reaction over there? You got any fan clubs going? Is there well, there's one supposed to be started, and they're getting quite good response. You know, 12,000 letters a day. But the Beatle movement's going over there. Yeah, you can even be a Beatle booster, folks. Yeah. I must tell you, by the way, that Detroit University have got to stamp out the Beatle movement. No, we've got to stamp out Detroit. They think your haircuts are un-American. Well, it was very observant of them because we aren't American, actually. There was always a thing. Tout le monde se demandait tout le temps ce qui se passerait ensuite, si la bulle des Beatles allait finir par éclater. Mais elle ne l'a jamais fait. Ça n'arrêtait pas. La Grande-Bretagne traversait un hiver particulièrement rigoureux lorsque les Beatles ont enflammé les palmarès pour la première fois en 1963. Un an plus tard, quand I Want to Hold Your Hand commence à jouer aux États-Unis, c'est dans un pays aux prises avec des difficultés encore plus grandes. Ayant émergé de la Deuxième Guerre mondiale comme l'une des deux superpuissances, les États-Unis entretiennent une relation hostile avec l'Union soviétique, ce qui assombrit la période d'après-guerre sous la menace d'une catastrophe nucléaire. Les Américains profitent par contre de leur économie florissante. Une forte culture de consommation s'est développée et la confiance de la population est élevée. En 1960, John F. Kennedy remporte les élections présidentielles. Jeune politicien charismatique, il incarne cette nouvelle attitude optimiste et promet un avenir brillant à sa nation. My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man. Son assassinat 3 ans plus tard, en novembre 1963, ébranle profondément la nation. Kennedy a insufflé une nouvelle énergie dans la vie américaine. Il était jeune et beau, et il représentait un changement tellement marqué par rapport à Dwight Eisenhower, qui était là depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'était un héros militaire. Il faisait le pont entre l'ancienne génération et l'Amérique moderne. Mais John Kennedy était l'Amérique moderne. L'optimisme, la jeunesse, l'arrivée des baby-boomers à l'âge adulte. John Kennedy incarnait tout ça. Son assassinat a mis fin à cet optimisme. Les Beatles représentaient eux aussi la jeunesse, ainsi que l'humour et l'intelligence. Pour les jeunes, leur arrivée a immédiatement retourné la situation. Les Beatles ont ramené la lumière en Amérique. Je suis convaincu que ça aurait pu être autre chose, n'importe quelle autre forme de manifestation de joie, mais ce fut une chanson. Il est très important de comprendre qu'en Grande-Bretagne, les personnalités des Beatles, leur répartie et l'ensemble de leur présentation publique ont tous joué un rôle critique dans leur façon d'attirer l'attention du public britannique. Aux États-Unis, il a suffi d'une chanson. Oh yeah, I'll tell you something. I think you'll understand. And I say that something. I wanna hold your hand. C'était le véhicule parfait pour s'introduire dans cette atmosphère nationale traumatisée. Quelle est la qualité dominante du son de la voix de John Lennon et de Paul McCartney quand ils chantent ensemble? La joie de chanter, la joie d'entendre l'autre chanter, la joie de se renforcer mutuellement. Je vous en fais un portrait à très gros traits, mais il n'y a effectivement rien de subtil là-dedans. Il ne fait aucun doute que les Beatles ont tout changé d'un seul coup. I Want to Hold Your Hand a eu un retentissement énorme, puis ça a été le déluge.
En plus de lancer une série d'excellentes chansons, les Beatles ont enfoncé la porte pour les groupes de l'invasion britannique. Les Beatles transportent maintenant leur révolution musicale aux États-Unis. Lancé à la fin de 1963, I Want to Hold Your Hand se vend à plus d'1 million d'exemplaires en moins de 2 mois, devenant le premier 45 tours numéro 1 du groupe en terre américaine. Une semaine après y avoir atteint le sommet des palmarès, John, Paul, George et Ringo débarquent à New York pour saluer de nouvelles foules d'adolescentes hurlantes. Ils y sont accueillis par des membres de la presse qui cherchent à comprendre ce phénomène venu d'ailleurs. Les Beatles en profitent pour leur faire découvrir leur sens de l'humour spontané, aussi inusité aux États-Unis qu'en Grande-Bretagne. De toute évidence, la façon dont ils s'adressaient aux journalistes était très singulière. Ça sautait aux yeux qu'ils n'étaient pas comme les autres. C'était de petits futés très rigolos. John et Paul, en particulier, étaient des gens originaux, extrêmement intelligents et qui s'exprimaient bien. George était aussi plutôt comique et Ringo était un clown naturel. Y avait-il une autre vedette pop aussi rapide et intelligente que... J'oublie sans doute quelqu'un, mais je n'arrive vraiment pas à voir qui ça pourrait bien être. Peculiar, but they should be hits after such a long time. Do you feel they're musical? Obviously they're musical because it's music, isn't it? Our instruments make music, and it's a record, even. It's musical. Classical. Musical. It's music, isn't it? That's music. It's good. He knows music. All right, but what do you call it? Do you call it rock and roll? We try not to define it because we get so many wrong classifications of it. It's no use. We just call it music. So even if you don't, with a question mark. Pardon? With a question mark. No, we need the critics. With an exclamation mark. Le message sous-jacent de l'humour des Beatles, durant leur conférence de presse, c'est que ce mouvement de jeunes n'allait pas être dirigé par les plus vieux. Dès leur arrivée, les Beatles ont complètement redéfini la façon dont fonctionne l'industrie culturelle. Avant, que ce soit pour la mode, le cinéma ou la musique, les décisions venaient d'en haut. On répondait au goût des adultes et ça descendait jusqu'aux jeunes. 1 an ou 2 après l'apparition des Beatles, c'était les jeunes qui décidaient de tout. C'est avec les Beatles que ça a commencé. Après avoir rompu tous les records de vente en Grande-Bretagne, les Beatles entrent dans l'histoire musicale américaine en avril 1964 en devenant le seul groupe qui ait occupé les 5 premières positions au palmarès Hot 100 du magazine Billboard. L'effet Beatles se fait indéniablement sentir aux États-Unis et la Beatlemania se propage partout au pays à une vitesse foudroyante. En juillet, suivant la tradition des artistes populaires de l'après-guerre, le groupe lance son premier long-métrage. Comme à l'habitude pour les Beatles, A Hard Day's Night ne ressemble en rien aux films qui l'ont précédé. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. Jusque-là, les films avec des musiciens étaient des productions génératrices de profits destinées exclusivement au public adolescent, de l'artiste à la mode. A Hard Day's Night a tout changé ça. Ils ont pris ce qui était un simple produit de consommation, le film de rock, et en ont fait quelque chose de génial. Réalisé par Richard Lester, un Américain, A Hard Day's Night crée un langage complètement original pour les films de rock'n'roll. Auparavant, tous les musiciens qui sont passés au grand écran ont joué des personnages fictifs. A Hard Day's Night est plutôt une comédie qui présente les Beatles dans leur propre rôle et qui s'inspire de leur expérience de la gloire. Ce film obtient un immense succès. Ils se jouent eux-mêmes dans un film de fiction. Ça ne se faisait pas. Tellement de choses se sont produites au début de la carrière des Beatles qui n'étaient jamais vraiment arrivées avant. Ils ont brisé les barrières sur bien des plans. Tell me, how did you find America? Turn left to Greenland. Has success changed your life? Yes. I'd like to keep Britain tidy. Are you a mod or a rocker? No, I'm a mocker. Oh. Have you any hobbies?
À mon avis, c'est A Hard Day's Night qui a confirmé qu'il s'agissait d'un groupe vraiment original et intéressant. Et cela, bien au-delà de nos rêves les plus fous. I don't snore. You do, repeatedly. Do I snore, John? Yeah, you're a window rattler, son. It's just your opinion. Do I snore, Paul? With a trombone hooter like yours, it would be unnatural if you didn't. No, Paulie, don't mock the afflicted. Oh, come off it, it's only a joke. It may be a joke, but it's his nose. He can't help having a hideous great hooter. And the poor little head trembling under the weight of it. Ce n'était vraiment pas le film de rock'n'roll auquel on s'attendait. En plus, même si leur esprit et leur humour avaient toujours été évidents devant les caméras et les micros, l'irrévérence dont ils y faisaient preuve, en particulier envers eux-mêmes, c'était sans précédent. Ils nous semblaient donc encore plus divins. En août 1964, le changement des mentalités commence à affecter la politique de la Grande-Bretagne. À la suite des scandales sexuels de l'année précédente, la nation se retourne contre l'establishment et élit le gouvernement travailliste du premier ministre Harold Wilson, un homme qui semble représenter la voix d'un Royaume-Uni plus jeune et plus progressiste. Par ailleurs, avec la prospérité grandissante du pays, apparaît la culture de la consommation. Les artistes en herbe, fraîchement sortis des écoles d'art, font déferler sur le monde les idées modernistes qu'ils y ont développées. Le milieu de la mode et son centre névralgique de Carnaby Street en sont le meilleur exemple. Pour la première fois, les jeunes avaient de l'argent pour acheter des disques et des vêtements ou pour se faire couper les cheveux. Le marché des jeunes est presque immédiatement apparu. Carnaby Street en a fait ses choux gras. Auparavant, quand une fille terminait l'école, elle commençait à s'habiller comme sa mère. Mary Quant et les autres leur ont proposé des robes pour courir, danser et tout ce qu'aiment faire les jeunes. Ça a complètement transformé l'image de la mode britannique. Tout semblait moderne, nouveau, frais, partout où on posait le regard. Le monde a commencé à changer. Adieu au noir et blanc des premières années des Beatles et d'avant. Même A Hard Day's Night et With the Beatles sont en noir et blanc. Les couleurs sont apparues en moins d'1 an. Les premières pousses vertes d'une nouvelle culture. Bien qu'ils aient joué un rôle central dans l'émergence de ce paysage culturel, les Beatles commencent à se lasser de leur célébrité qui devient accablante. Afin d'échapper à la Beatlemania, John et George déménagent de la fin de 1964 à 50 km du centre de Londres, dans une zone rurale du Surrey, où Ringo viendra les rejoindre l'année suivante. En décembre, l'album Beatles for Sale est lancé, mais le 4e album studio du Quatuor laisse déjà entrevoir des signes d'épuisement. Il suffit de regarder la pochette. On y voit de jeunes hommes épuisés par 2 ans de Beatlemania. Ça sautait aux yeux qu'ils étaient à bout. Ils ont surfé sur la merveilleuse vague de l'attrait incroyable des premiers moments de gloire. Leur joie se voit et se ressent d'ailleurs dans leurs disques et leurs entrevues. Mais au moment où sort Beatles for Sale, cette gloire perd rapidement de son lustre. L'ascension de la culture des jeunes va cependant vite ranimer les membres du groupe. Alors que Carnaby Street atteint son apogée de couleurs kaléidoscopiques, une nouvelle sous-culture plus expérimentale commence à poindre dans l'ouest de Londres. Le chemin de ces meneurs croisera bientôt celui des Beatles. Ce groupe disparate d'artistes et d'artisans d'avant-garde se rassemble pour la première fois lorsque Barry Miles, le gérant de la librairie Better Books, organise une soirée de poésie au Royal Albert Hall de Londres. Cette soirée historique de juin 1965 aura des répercussions immenses sur les différentes factions de cette scène underground naissante. La grande soirée de poésie au Albert Hall en 1965 a permis à une communauté de se former à Londres. Jusque-là, les acteurs, les poètes, les cinéastes et les propriétaires de boutiques ne se connaissaient pas. Cet événement, qui était essentiellement une soirée de poésie beat avec Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti et Gregory Corso, a réuni tous ces gens au Albert Hall, 7000 personnes. Ça s'est transformé en une fête gigantesque. Je suppose que ça a été la première séance de réseautage de masse. C'est à cet événement charnière que Miles fait la connaissance de John Dunbar, un ami d'Allen Ginsberg et de Gregory Corso,
qui vient d'épouser la jeune chanteuse Marianne Faithfull. Ensemble, ils décident d'ouvrir un nouveau centre d'activité underground, la galerie-librairie Indica, ce qui propulsera Miles directement dans l'orbite des Beatles. On était au Albert Hall. Un ami nommé Paolo Leone m'a dit « Tu devrais rencontrer ce mec ». Miles travaillait au magasin Better Books à ce moment-là. On s'est mis à bavarder. Je ne connais pas la capacité du Albert Hall. Quelques milliers, peut-être 5000, mais on s'est dit que tout le monde avait payé une livre pour entrer. Ce serait peut-être une bonne idée d'ouvrir une boutique. On a décidé d'unir nos forces pour ouvrir une galerie d'art avec librairie. Le meilleur ami de John Dunbar était Peter Asher. Celui-ci était membre d'un petit duo folk rock, Peter and Gordon, qui avait eu des succès numéro 1 en Grande-Bretagne, aux États-Unis et au Japon. Peter avait donc de l'argent et on s'est naturellement tourné vers lui pour financer l'entreprise. On a mis sur pied une compagnie nommée Miles, Asher and Dunbar, ou MAD, qui veut dire fou. C'est comme ça que j'ai connu Peter. Il vivait encore chez ses parents. Sa sœur, Jane Asher, y habitait elle aussi. Jane était animatrice de télé. Elle interviewait les gens. Elle avait été vedette de cinéma et de radio dans son enfance. Le petit ami de Jane, Paul McCartney, vivait aussi avec eux dans une petite chambre au grenier à côté de celle de Peter. J'ai donc rencontré cette incroyable maisonnée. Pour la librairie, il a fallu faire livrer les bouquins chez eux, au sous-sol, parce qu'on n'avait pas encore trouvé de locaux. C'est comme ça que j'ai connu Paul. Il y descendait tard le soir, feuilletait les livres et me laissait une note pour me dire ce qu'il avait pris. Ça a donc été mon premier client, en fait. Quand on a enfin trouvé un endroit, Paul nous a aidés à installer les étagères et à peindre les murs. Il s'est beaucoup impliqué dans le projet et ça a été génial de le connaître. Ses confrères ayant déserté la ville pour la tranquillité de la banlieue, Paul McCartney multiplie ses contacts dans le milieu artistique progressiste et s'intègre vite dans ses cercles culturels. John Lennon est marié et père d'un jeune fils, George Harrison cohabite avec sa petite amie Pattie Boyd et Ringo Starr vient tout juste d'épouser Maureen Cox. McCartney, lui, se consacre à explorer de nouvelles sonorités et de nouveaux concepts, avec Barry Miles comme guide de l'avant-garde. Il disait lui-même qu'il se promenait dans Londres avec les antennes bien sorties. Un jour, il se rendait à un concert de John Cage ou de musique électronique. Le lendemain, il allait voir Tessie O'Shea au Talk of the Town ou une autre chanteuse au Blue Angel. Il absorbait tout. Paul McCartney était incontestablement le Beatle le plus urbain, au fait des tendances culturelles, alors que les autres s'étaient retirés dans les banlieues cossues pour vivre une existence un peu plus douillette. Paul était encore curieux, affamé de nouveaux stimuli. C'est à cette époque, en 1965 ou 66, que Paul est vraiment devenu le moteur des Beatles. Tout ce qu'il découvrait à Londres, il l'apportait à la table des Beatles, ce qui leur donnait une longueur d'avance perpétuelle sur le plan artistique. Cette longueur d'avance est d'ailleurs très perceptible quand les Beatles entrent en studio au milieu de 1965 pour enregistrer l'album Rubber Soul. Au cours de la dernière année, les groupes qui s'inspirent des Beatles ont commencé à rattraper leur modèle. Certains menacent même de le devancer. Encouragés par Lennon et McCartney, les Rolling Stones se sont mis à composer leurs propres chansons et ont réussi à percer aux États-Unis. L'icône du folk Bob Dylan a électrifié sa musique, devenant du coup le poète officiel du rock. De nouveaux groupes comme les Who et les Byrds ont fait leur apparition avec de nouveaux sons et de nouvelles idées. Il est temps pour les Beatles de reprendre le flambeau de l'innovation. Afin de s'assurer un contrôle artistique total, George Martin et le groupe réservent les studios d'Abbey Road pour un mois complet avec l'intention de bouleverser les règles des séances d'enregistrement. Avant Rubber Soul, une journée d'enregistrement dans un studio professionnel était supervisée par des ingénieurs de son en sarrau. On travaillait pendant 3 heures en matinée, puis 3 heures en après-midi, après 1 heure de pause pour le déjeuner. C'était tout. C'était ça une journée d'enregistrement. Au moment d'enregistrer Rubber Soul, les Beatles avaient assez de poids pour exiger un peu plus de flexibilité. Pour travailler jusque tard dans la nuit, par exemple. Ce sont eux qui, les premiers, ont eu l'idée de traiter un album comme une œuvre d'art. Il faut du temps pour faire quoi que ce soit qui en vaut la peine. C'était donc une idée nouvelle, celle du studio d'enregistrement comme laboratoire de composition.
Ça a causé une véritable révolution dans la façon non seulement de faire des disques, mais aussi de la musique. There are places I remember. Rubber Soul marque le moment où la musique pop a pu se transformer en art populaire. L'album au complet semblait être un manifeste artistique. Brian Wilson des Beach Boys a déclaré « Quand j'ai entendu Rubber Soul, j'ai su combien les disques de pop pouvaient être bons. J'ai compris que chacun d'eux pouvait contenir tout un univers artistique. Rubber Soul était aussi bon que ça. » Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single